Le modérateur, donc top publication en anatomie pathologique. Alors, Dominique, je suis désolé, mais j'ai pris l'a priori de ne pas reviewer les revues de pathologie hépatique dans le temps qui m'était imparti. Donc, je n'ai regardé, je dois l'avouer, que des grandes revues de médecine, des revues de gastro-entérologie, dans lesquelles il y a aussi de l'hépatologie, les revues d'anatomie pathologique, et je n'ai pas non plus regardé de très près les journaux de chirurgie ni les journaux de cancérologie. Alors, il me paraissait impossible de traiter de l'anatomie pathologique dans tous les domaines possibles, donc j'ai décidé de choisir un thème. J'avais un petit peu hésité, le cancer colorectal, mais le cancer, ce n'est pas toute la pathologie, donc je voulais parler un petit peu d'autre chose que de cancer. En plus, il n'y a pas eu de révolution spécifique à l'anatomie pathologique. Évidemment, il y a des tas de révolutions en ce moment, mais qui ne sont pas spécifiques à l'anatomie pathologique. Il y a toujours dans le cancer colorectal la saga des lésions festonnées, dont j'aurais pu vous parler aussi. Il n'y a pas eu de réelle nouveauté là en 2015. L'œsophage de Barrett, qui est un sujet que j'aime bien. Il y a eu des progrès importants, notamment sur l'histoire naturelle de la dysplasie, qui commence à être mieux connue. Bon, puis finalement, j'ai décidé de vous parler de colite inflammatoire. J'espère que ce que je dirai ne va pas être trop redondant avec ce qui va être dit dans les minutes qui suivent. Les 4 points qui me paraissaient importants dans la littérature récente, c'est le problème de ce qu'on pourrait appeler les mimickers, ou les lésions qui mimiquent les colites inflammatoires, en particulier l'apparition récente de maladies inflammatoires du côlon liées aux nouvelles thérapeutiques anticancéreuses qui, pour certaines d'entre elles, donnent des tableaux très proches de colites inflammatoires. Je vais parler un petit peu plus en détail, parce que là, il y a eu des réelles nouveautés de l'évaluation au plan histologique de la rémission et de ce qu'on peut appeler la cicatrisation, avec l'apparition de nouveaux scores histologiques. Diagnostic et histoire naturelle de la dysplasie, je n'en parlerai pas faute de temps, il y a eu des nouveautés. Et puis les lésions festonnées qui reviennent là aussi dans les colites inflammatoires. Alors pourquoi est-ce qu'on biopsie les colites inflammatoires? On les biopsie, là j'ai pris les recommandations de la Société anglaise de gastro-entérologie. On les biopsie pour confirmer le diagnostic, on les biopsie si possible pour distinguer une rectocolite d'une maladie de Crohn, pour rechercher une pathologie associée ou une complication, et puis pour rechercher une dysplasie. Et puis c'est comme ça que c'est écrit, éventuellement, pour évaluer l'activité et pour évaluer l'étendue des lésions. Évaluer l'activité, c'est vrai que c'était quelque chose qui était devenu moins important dans ce qui concerne l'étude des biopsies coliques. Par exemple, là, toujours extrait des recommandations anglaises, la façon dont il est dit par les Anglais qu'il faut rédiger un compte-rendu de biopsie colique pour diagnostic de Mickey. Vous voyez que j'ai entouré en rouge l'activité. L'activité, il est dit simplement qu'il faut donner le degré d'activité maximale entre absente, légère, modérée et sévère. Et c'est tout. Il existe des scores en pathologie digestive pour évaluer la sévérité de lésions inflammatoires fréquentes. L'ésophagite par reflux, là je quitte le côlon. Il n'y a pas de score utilisé en pratique clinique. Il y a eu des propositions, mais c'est vrai qu'on biopsie moins l'ésophage pour diagnostiquer une ésophagite par reflux. Les gastrites chroniques, vous savez que là, pour le coup, il y a de nombreuses classifications. Il n'y a pas réellement de score validé. Ce qu'on pourrait considérer éventuellement comme des scores, ce sont ces systèmes proposés notamment par Massimo Rogge en Italie, Olga et Olgim, mais qui ne sont pas en fait très utilisés. Et puis pour les colites inflammatoires, il n'y a pas de score utilisé en pratique clinique de routine, hors essais thérapeutiques. Par contre, dans les essais thérapeutiques, généralement, des scores sont utilisés. Et dans ce cadre, il y a de très nombreuses propositions qui ont été faites. Ici, bon, on n'est pas en 2015, on est en 2014. 2 revues générales, méta-analyses de ce qui a été proposé dans la littérature comme score histologique pour évaluer la maladie de Crohn et pour évaluer la rectocolite hémorragique. Vous voyez, là, 18 Histological Activity Indices, là, 66 dans la maladie de Crohn, ce qui prouve d'ailleurs que dans la maladie de Crohn, c'est encore plus difficile. Aucun de ces scores n'est dit avoir été développé selon des méthodes reconnues actuellement et aucun n'a été correctement validé. Là, ici, bon, vous ne pouvez pas lire, mais c'était juste pour vous montrer qu'il y en avait trop. La totalité ou une grande partie des scores proposés dans la rectocolite hémorragique, avec des critères extrêmement variables d'un score à l'autre. J'ai entouré ici le score de Riley et le score de Gibbous, qui sont les 2 scores les plus employés à l'heure actuelle pour évaluer la rectocolite hémorragique. Et puis un score historique, 1956, Trulove et Richards, qui est encore assez souvent employé. Ici, le score de Gibbous, dont vous voyez qu'il est assez complexe, il est assez difficile à utiliser quand on veut faire vraiment de la semi-quantification.
Si vous vous intéressez au sujet, une très bonne revue générale rédigée par une Française, Aude Bresneau, je vais reparler d'elle dans les minutes qui suivent, qui montre là dans ce tableau les critères extrêmement différents d'évaluation de ces scores histologiques. Vous voyez, certains n'emploient que des signes véritablement d'activité, d'autres évaluent des modifications architecturales, l'infiltrat inflammatoire chronique, ici les 4 scores assez couramment employés. Toujours Aude Bresneau a bien insisté sur le fait que quand on évaluait cette réponse histologique au traitement, il fallait bien distinguer une maladie très active à droite d'une maladie apparemment guérie à gauche, d'une maladie dans laquelle persiste un infiltrat inflammatoire chronique avec vraiment 3 stades différents. Il est montré aussi, ça c'est un papier récent 2015, que cette rémission histologique est un élément pronostique important. Et vous avez ici dans la courbe de gauche, la courbe du haut, ce sont les malades en rémission histologique complète dont vous voyez qu'on a beaucoup moins souvent besoin pour eux de corticostéroïdes. Et c'est la même chose en termes d'hospitalisation. Il est intéressant de regarder la dernière ligne, puisque vous voyez que la dernière ligne ici en pointillé, ce sont les malades qui ont une rémission endoscopique, mais pas de rémission histologique, et vous voyez que ceux-là ont encore besoin de corticoïdes. Donc la rémission histologique est manifestement un élément important. Alors il y a eu 2 nouveaux scores proposés en 2015 par 2 équipes, une équipe internationale et en particulier nord-américaine et une équipe française. Avant de proposer leurs scores, ces 2 équipes ont fait des revues générales très complètes des différents scores proposés dans la rectocolite hémorragique, avec, vous voyez, on revoit toujours réapparaître score de Guébous, score de Riley. Ils ont estimé, avec des études assez bien faites, notamment sur des lames virtuelles ici, que ces scores étaient reproductibles, qu'ils étaient bien corrélés entre eux, et ils sont arrivés à la conclusion que les items les plus performants pour évaluer cette guérison histologique étaient la présence d'érosion d'ulcération, la présence de polynucléaires, et donc effectivement l'existence d'une activité, de ce qu'on appelle une activité histologique. Ces 2 équipes ont proposé 2 nouveaux scores, publiés tous les 2 dans Gut en 2015. Le score nord-américain qui s'appelle le RHI, RHI ça veut dire Robarts, je crois, Histological Index, donc vous voyez que c'est un score qui reste relativement complexe, il faut multiplier des chiffres pour arriver à un score à la fin qui est situé entre 0 et 33. Ce papier est assez bien fait et a une étude statistique assez fouillée, mais ce score n'a pas encore été utilisé dans la vraie vie. Le score français, donc Nancy et Reims, puisque Aude Bresneau travaille maintenant à Reims, qui est un score plus simple. On va regarder essentiellement la partie de droite. Ce score apprécie l'existence d'ulcération, plan histologique. Si c'est ulcéré, c'est un grade 4. Si ça n'est pas ulcéré, y a-t-il des polynucléaires, en gros, des signes d'activité? S'il y en a beaucoup, c'est un grade 3. S'il y en a un petit peu, c'est un grade 2. S'il n'y a pas de polynucléaire, c'est un infiltrat inflammatoire chronique. Si cet infiltrat inflammatoire persiste, c'est un grade 1. S'il n'y a plus rien du tout, c'est un grade 0. Donc vous voyez que ce score est réellement, apparemment, relativement simple à utiliser. Et ce score est très reproductible. Vous voyez ici l'indice de concordance du score donc de l'index de Nancy en intra-observateur et en inter-observateur. Et vous voyez plus de 0,8, presque 0,9, donc ce qui est un très bon indice de concordance. Donc la conclusion de cet article, mais qui doit bien entendu être validée, que cet index est simple, reproductible, réactif, c'est-à-dire qu'il apprécie de façon efficace les modifications sous traitement et qu'il a le potentiel pour devenir un outil universel d'utilisation simple en pratique clinique et dans les essais thérapeutiques. Alors, je reste dans les colites inflammatoires, mais je quitte là le champ de la rémission histologique pour vous parler sur 2 ou 3 diapositives de la cancérogénèse sur colite inflammatoire et un papier important qui a été publié dans Gastroentérologie 2016, vous voyez que j'ai dépassé 2015, qui compare avec une méthode de séquençage haut débit d'exomes complets des cancers sur colite inflammatoire et des cancers sporadiques et qui montre ce qu'on savait déjà par différentes approches, mais des approches plus parcellaires,
que ces cancers ont des altérations génétiques différentes. Dans les deux cas, vous voyez qu'une altération très fréquente, c'est les mutations de P53, mais vous voyez aussi que le type de mutation de P53 n'est pas le même dans les deux cancers. Je n'ai évidemment pas le temps de rentrer dans ces détails. Et vous voyez que, par exemple, les mutations de KRAS ou les mutations d'APC, qui sont des événements très fréquents dans les cancers sporadiques, sont plus rares dans les colites inflammatoires et apparaissent également dans les cancers sur colites inflammatoires des altérations génétiques qui n'existent pas ou pratiquement pas dans les cancers sporadiques. Donc les cancers sur Mickey ont des altérations génétiques différentes des cancers sporadiques et qui sont des marqueurs potentiels pour le diagnostic et le traitement de ces patients. Et pour terminer, donc, un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre dans la littérature anatomopathologique, qui est le sujet des lésions festonnées. Et il y a eu, vous voyez, une pluie de papiers dont la majorité a été publiée en 2015, montrant que, comme dans la cancérogénèse colique sporadique, dans la cancérogénèse colique sur colite inflammatoire, se développent également des lésions festonnées qui probablement jouent un rôle relativement important dans un sous-groupe non négligeable de cancer sur colite inflammatoire. Donc, encore une fois, avec cet a priori, les progrès en anatomie pathologique digestive en 2015, je pense que c'est un vaste sujet, peut-être trop vaste, et sur le thème que j'avais choisi, c'est-à-dire les colites inflammatoires, l'évaluation de l'activité et ou de la rémission histologique, à mon avis, devient ou redevient un élément important du suivi des patients, notamment dans le cadre des essais thérapeutiques, mais pas seulement. Je pense qu'elle pourra bientôt se faire grâce à des scores simples et reproductibles, dont un a donc été proposé il y a très peu de temps par une équipe française. Et par ailleurs, des avancées rapides se font dans la connaissance de la cancérogénèse sur Mickey, à la fois au plan moléculaire et au plan morphologique. Et sur le plan moléculaire, ça rejoint un autre de mes sujets de prédilection dont je n'ai pas parlé, qui est l'œsophage de Barrett. Voilà. Et je vous remercie de votre attention.